Chers amis de Cannes Université, c'est avec une certaine émotion que je viens vous présenter mes vœux 2021 cette année, non seulement à vous-même bien sûr, mais aussi à toute l'équipe de Cannes Université qui a l'obligeance de nous prêter ses outils et de pouvoir ainsi communiquer et de vous partager évidemment ce requiem pour un sage qui, je l'espère, nous permettra de nous réunir aussi à travers toutes les autres conférences qui vous seront proposées pour Cannes Université. Nicolas de Staël, aujourd'hui, c'est un sujet qui prend place dans une série de conférences que j'ai proposées donc, au début d'année. Nous avons commencé par Max Ernst, nous allons continuer avec Paul Klee et Otto Freundlich. Et chaque fois, je vous ai mis un titre qui parle d'Ange du bizarre pour Max Ernst, de Requiem pour un sage pour Nicolas de Staël. Pour Paul Klee, que nous verrons la prochaine fois, je vous parle du profane au sacré, et avec Otto Freundlich, la voie de l'utopie. Vous pourriez vous dire, mais ange, sage, sacré, utopie, c'est un discours de théologie? Non, pas du tout. C'est un discours, oui, certes, qui peut parler un petit peu de surnaturel peut-être, mais surtout quand je parlerai de surnaturel, je dirais plutôt quelque chose au-delà du naturel, au-delà du visible, au-delà de la vérité. En fait, si on réfléchit bien, ce sont 4 artistes qui ont travaillé sur le fil du rasoir. Sur ce fil de rasoir, c'est-à-dire cet espace infinitésimal qui délimite le conscient, l'inconscient, le génie, le matériel, le fugitif ou l'abstrait. En fait, c'est tantôt ce qui va délimiter aussi la sève créatrice de l'écorce protectrice. Donc, comprenez un équilibre instable qui va les obliger, autant qu'ils sont tous les 4, à prendre des risques, se mettre en danger. Et c'est dans cette situation que vraiment leur créativité va pouvoir se défouler. Le peintre est donc tantôt un créateur qui va devoir faire une conception nouvelle, et j'insiste sur ce mot, tantôt va être son propre juge à l'arrêt. Et c'est le moment, bien sûr, le plus critique. Donc, c'est dans cet inconfort cérébral que le peintre va trouver son authenticité, sa propre créativité. Et le peintre, Nicolas de Staël en l'occurrence, va nous apparaître aujourd'hui comme une énigme. Pourquoi? Parce que, en tant que personne, il va essayer de justifier un geste qui, bien sûr, lui sera fatal, nous le savons déjà, et aussi une énigme pour un art, puisque l'analyse de son art n'a jamais démontré si c'était un peintre abstrait ou si c'était un peintre figuratif. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je vous propose une tentative, c'est-à-dire de suivre les arcanes de sa réflexion, de la réflexion d'un être complexe qui, comme je vous l'ai dit, se met en danger pour exorciser le réel, atteindre une vision de l'art libérée de tout acquis, trouver une forme de sagesse, requiem pour un sage. Donc, c'est une sorte de connaissance, de découverte, si possible, d'un nouvel espace-temps qui va lui permettre de tutoyer l'absolu. La peinture, au fond, c'est un peu ce qui va lui permettre de se mettre en rupture dans cette dualité entre l'abstrait et le figuratif. C'est tout ce qui va lui permettre aussi de se montrer d'une façon la plus franche possible. D'ailleurs, tout son art est frontal dans sa peinture, il n'y a jamais d'échappatoire. Et malgré une absence totale de figure humaine, on va s'apercevoir que la vie circule, silencieuse. C'est la vie entre celle de l'homme et celle de l'art. Et cela me fait penser justement à Apollinaire, qui a, dans son dernier poème des Calligrammes, La Jolie Rousse, imploré, on peut dire, une sorte de pitié. Il écrit « Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir ». En fait, c'est un peu comme Nicolas de Staël, qui parle de fulgurance de l'hésitation. Je ne peux avancer que d'accident en accident, dit-il. Et donc, c'est l'éclat de l'instant qui va lui être important. Le ici et maintenant, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, pour justifier ce requiem pour un sage, eh bien, j'aurais envie encore de me référer à Héraclite, qui dit « Si vous n'attendez pas l'inattendu, vous n'atteindrez pas la vérité ». Nicolas de Staël naît
en 1914, le 5 janvier. Enfin, quand je dis le 5 janvier 1914, c'est pour le calendrier grégorien. Parce qu'on sait bien, il est russe, il est né à Saint-Pétersbourg, et donc selon le calendrier julien, il est né le 23 décembre 1913. En 1917, son père, qui était général à la forteresse de Saint-Pétersbourg, va être mis à la retraite anticipée, on le devine, par le gouvernement provisoire. 2 ans plus tard, en 1919, la famille part en exil en Pologne. 3 ans plus tard, en 1922, c'est Nicolas et ses 2 sœurs, qui sont désormais orphelins, qui vont être accueillis à Bruxelles chez monsieur et madame Frissero, qui vont pourvoir à leur éducation. 1933-34, donc il a 20 ans. Il entre à l'Académie royale des beaux-arts et curieusement, non pas dans la section peinture, mais dans la section architecture. Et je pense que ceci va vous faire sourire, tout comme moi, car effectivement, sa peinture va être une architecture. Puis après, il voyage en Hollande, en France, en Espagne, au Maroc. En 1936, il écrit à Madame Frissero et il lui dit justement, c'est indispensable de savoir les lois des couleurs, savoir à fond pourquoi les œuvres de Van Gogh à La Haye sont de ces couleurs locales qui sont nettement crapuleuses et qui semblent splendides. Ce Van Gogh qui s'est suicidé, il va parler aussi de Delacroix qui sabrait de raie verte ses nus et que ses nus semblaient sans tache et d'une couleur de chair éclatante comme on peut le voir ici. Il va parler aussi de Véronèse, de Velázquez, de Franz Hals, qui possédaient plus de 27 noirs et autant de blancs. Ainsi, il s'étonne justement de tous ces artistes qui ont fait des découvertes extravagantes. Et il dit à la fin, et pourquoi? Pourquoi et comment? Où en était-il? C'est effectivement cette question qui va nous importer. Parce que bientôt, il va rencontrer Janine. Alors ici, bien sûr, les œuvres de Velázquez, de Franz Hals, qui sont ces œuvres qui pétillent de ces 27 noirs, comme on l'a dit à l'instant. Et en 1937, il rencontre Janine Guillou, qui va être sa compagne pendant un petit peu moins de 10 ans, on peut dire. Elle aussi est peintre. Elle a été élève à l'école d'art décoratif à Nice. Jacques Matarazzo, d'ailleurs, que certains d'entre vous connaissent sans doute, a été l'un des premiers collectionneurs de Nicolas de Staël. Et ils vont vivre ensemble à Nice, certes assez chichement, peut-on dire. Et puis, quelques années plus tard, il va faire le portrait de Janine Guillou. C'est en mai, en France, que Nicolas de Staël va travailler à l'atelier donc de Fernand Léger. Ils vont habiter ensuite à Paris. Et de tout cela, naît cette inquiétude, on peut dire, de Nicolas de Staël par rapport à cette femme qui va malheureusement perdre la vie en 1947 lorsqu'elle va subir un traitement thérapeutique d'avortement. Et il va se souvenir de ce portrait ici. Il écrit justement, quand j'étais jeune, j'avais peint le portrait de Janine. C'est quand même un sommet de l'art. Regardant, je m'interrogeais, qu'ai-je peint là? Un mort vivant? Un vivant mort? Alors peu à peu, je me suis sentie gênée de peindre un objet ressemblant. J'ai cherché alors à atteindre une expression libre. C'est un des rares, en fait, portraits et donc à ce titre figuratif, c'est l'une des rares fois où en fait donc Nicolas de Staël va être figuratif. Et donc il regarde ce portrait quelques années après bien sûr le décès de Janine Guillou, et on a l'impression qu'il se fait des reproches. Quand j'étais jeune, j'ai peint le portrait de Janine Guillou. C'est quand même un sommet de l'art. Regardant, je m'interrogeais, qu'ai-je peint là? On sent l'homme angoissé devant la réalité, devant le figuratif. Et puis en fait, ils se sont donc installés à Paris, comme je le disais, et il a été reconnu par Jeanne Bucher, qui va lui faire un accrochage tout à fait particulier en 1944, où il va exposer des œuvres avec Kandinsky, avec Domela. Il va connaître l'art de Georges Braque, de Lanskoï, bref, tout ce qui va lui permettre progressivement d'acquérir la maturité de son art. Et donc, en 1945, il est, on peut dire, pris dans cette peinture abstraite. Il va ici nous représenter la gare de Vaugirard, une œuvre qui est déjà d'assez grand format puisqu'elle fait 100 par 73. Et c'est vraiment
un art qui commence, on peut dire, dans une forme de jubilation. Le 18 novembre 1949, il y a une lettre de Nicolas de Staël où il définit son parcours. On le croyait abstrait et il s'explique. Peu à peu, je me suis senti gêné de peindre un objet ressemblant. C'est bien ce qu'il disait déjà lorsqu'il parlait du portrait de Janine. Parce qu'à propos d'un seul objet, j'étais gênée par l'infinie multitude des autres objets coexistants. J'ai cherché alors à atteindre une expression libre. Comprenez dans expression libre le mot autonome, une peinture qui fonctionne par elle-même. Et donc, c'est dans cette liberté qu'il va rechercher une matière détachée du sens de l'objet, du poids de la figure, une sorte de nouvelle densité, une autonomie, une lumière inédite, des points lumineux qui vont se conjuguer les uns aux autres pour créer finalement une œuvre autonome. C'est aussi l'époque où il rencontre Lanskoï, donc son compatriote. Ils vont se lier d'amitié et peu à peu, il va faire vibrer vraiment les reliefs de sa pâte. Il y a des accents de couleurs, il y a des brillances comme on peut les voir ici. Il recherche des espaces nouveaux, des mélanges d'objets mécaniques, lisibles et illisibles, qui finalement se rendent sensibles. Une œuvre qui nous interpelle tout autant, de la même année 1945, qui s'intitule L'orage, où là nous avons vraiment un dynamisme de la lumière, de l'éclair. Nous sommes dans une atmosphère sombre, sordide, d'où jaillit la lumière. C'est vraiment une sorte de combat avec l'ange. On est dans cette ambiance un peu de Dostoïevski. Et c'est vrai qu'après la misère, cette misère noire de Nicolas de Staël, qui s'est passée avec Jeanine Guillou, eh bien ce titre, L'éclair, est une sorte de dynamisme qui traverse l'œuvre de droite à gauche, de haut en bas, et qui va finalement condenser son énergie. Il a biseauter la matière picturale pour la faire réagir d'une certaine manière. Il veut faire voler la réalité en éclats. Il veut tourner le dos à cette noirceur, cette vie sombre, cette vie triste qu'il a connue et aller justement vers un nouveau réel, quelque chose qui relève du jaillissement, non pas du signe, mais du jaillissement, un jeu de forces, des forces justement qui se jouent les unes aux autres de façon contradictoire. Et c'est ce mouvement impulsif, finalement, qui va faire naître chez Nicolas de Staël ce rapport à l'instinct qui va être si important dans sa relation à la peinture. En 1947, il va nous proposer ce titre « Ressentiment ». N'oublions pas que Jeanine Guillou donc, est décédée en 1946, et donc c'est un peu une sorte d'élaboration de structures architecturales successives qu'il nous propose ici, plusieurs reliefs internes qui envahissent l'espace, plusieurs forces qui se livrent en combat, qui se chevauchent les unes aux autres. On voit bien un relief en quelque sorte, des griffures en surface, c'est quelque chose qui se prolonge dans l'arrière-plan, une surface grillagée qui laisse percevoir un réseau de raies de lumière vives, mais froides en même temps, comme s'il y avait un ailleurs au-delà du lisible. Mais faut-il lire entre les lignes, voir au-delà du visible? Est-ce que c'est la question qu'il nous propose? Est-ce qu'il y a dans cette accumulation de couches de peinture des nuances qui fonctionneraient par exemple un peu comme un vitrail serti de plomb et qui nous propose une deuxième lecture qui toucherait à une forme de spiritualité peut-être? Toute la question, en fait, se parente, on peut dire, à ce langage. En fait, au printemps, il va visiter une exposition de tapisserie au Musée national d'art moderne, donc je rappelle que nous sommes à Paris, bien sûr, et il va rencontrer une personne qui s'appelle François Chapotoux, qui va d'ailleurs plus tard participer au catalogue raisonné avec Germain Viat et Anne de Staël. Et donc, eh bien, c'est de cette rencontre que jaillit une nouvelle vie, on peut dire. En octobre, il va signer un contrat avec la galerie Louis Carré. De là, il va rencontrer Dutilleul, Mazurel. Il visite, je dirais, sans lendemain, on peut dire, André Breton. Il va rencontrer un être très important pour, je dirais, son avenir, qui va être non seulement son mécène, mais aussi son soutien moral. C'est Jacques Dubourg.
Et se rappeler aussi que Jacques Dubourg va être son dernier correspondant. C'est à lui qu'il va écrire sa dernière lettre, le 16 mars 1955. Il lui écrira « Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux. Merci de tout ce que vous avez fait pour moi. De tout cœur, Nicolas. » Ce sera en 1955. Nous sommes ici en 1945. Que se passe-t-il entre les deux? Eh bien, beaucoup de choses. Il va voyager, on le sait. Il avait déjà rencontré en 1950 eh bien, Messiaen, Stravinsky, Boulez, Dora Maar, Jean Paulhan, tous ceux qui vont à la fois dans leur domaine musical, mais aussi dans leur domaine pictural, représenter l'esprit moderne. Et c'est à Bernard Dorival, en septembre 1950, qu'il écrit « Merci de votre texte. Je pourrais vous écrire des pages sans fin pour vous aider à me situer. Un vrai traité de dynamique morale, avec tout le florilège d'espaces mouvants, lumière, ordre et désordre, où je pense me trouver un jour avec vous peut-être. Mais laissons la peinture s'expliquer seule. » C'est tout ceci qui va contribuer, je dirais, à comprendre, eh bien, ce qui est ici imbriqué dans ce mot composition. Nous sommes encore en 1947, une œuvre de format carré, 128 par 128, où sa palette s'est considérablement éclaircie. Oui, il y a, je dirais, ces rencontres avec Louis Carré. Oui, il y a de fréquents séjours en haute montagne, des lumières nouvelles, tout ce qui pourrait justifier en quelque sorte cette nouveauté. Nous sommes complètement sortis de ce vitrail obscur que nous avions tout à l'heure. Et pour autant, il y a quelque chose qui relève non plus de cet éclair que nous avions, mais plutôt d'une dynamique de l'éclatement, une sorte de passage tout d'un coup qui est en train d'iriser, on peut dire, toute la surface picturale. Remarquez dans le bas de l'image cette espèce de spirale rouge qui est là comme un passage, un lacet rapide, et de là tout éclate, tout naît, on peut dire. Il y a ce Nicolas de Staël qui peint par couleurs successives. Ceci joue aussi comme s'il y avait une espèce de force centripète en quelque sorte qui va petit à petit d'un noyau qui pourrait être ici ce lacet rouge faire éclater une matière. Et c'est cet espace pictural qui ne correspond pas à une perspective rétinienne finalement, mais à une avancée de la matière vers le spectateur, comme une espèce de magnétisme, des forces qui sont mises en œuvre depuis le support de la toile jusqu'à la surface, on peut dire, où il y a l'œil du spectateur qui vient se coordonner, on peut dire, avec la matière. Ainsi, le peintre, en posant ses couches picturales, peut ralentir, accélérer une forme, un dynamisme. C'est une peinture qui devient véritablement autonome. Et pour autant, on a l'impression que quelque chose de figuratif peut s'expliquer de cette composition qui va au-delà du figuratif, qui va bien sûr rejoindre l'abstrait, mais plus encore que cela, de cet enchevêtrement de formes, de lignes, Staël ménage des passages délicats entre les bâtonnets linéaires, les plans plus calmes. Il y a tout un travail en facettes. Et un peu comme Cézanne, on a l'impression que Cézanne disait « je veux créer une harmonie parallèle à celle de la nature ». Eh bien, c'est vraiment ce qui va peut-être définir l'art de Nicolas de Staël, c'est-à-dire de créer une harmonie parallèle à celle de la nature. Il n'est pas complètement, je dirais, abstrait. Il n'est pas complètement figuratif non plus. Il crée, je dirais, un claquement de lumière et de forme. Il y a tous ces rehauts de couleurs qui rythment la composition. Staël écrit « Je veux que mon tableau, mon dessin soit comme un arbre, comme une forêt. On passe d'une ligne, d'un trait à un point, à une tache, comme on passe d'une brindille à un tronc. Mais il faut que tout se tienne, que tout soit en place. Il part donc de ce point focal pour créer un dynamisme centripète. Et si vous me permettez, je dirais la relation, je voudrais attirer votre attention sur un peintre qui a d'une certaine manière fonctionné de cette matière. Je veux parler de Vermeer. Lorsque je vois la dentelière, j'ai cette sensation d'un même dynamisme. Vous voyez ces fils rouges sur la gauche qui fonctionnent justement comme quelque chose qui est en train de s'ordonner dans une certaine dynamique. Et toute cette dynamique part de cette concentration
du point de l'aiguille infinitésimale qui va rejoindre le métier de la dentelière. Tous ses gestes, son regard, son attention, son attitude est là comme une sorte de force centripète qui va tout d'un coup concentrer les forces extérieures sur un point focal et l'évacuer, on peut dire, à l'extérieur du tableau. De l'infiniment petit, Vermeer va jouer sur l'infiniment grand et créer un espace magnétique. Eh bien, je crois que c'est cela qu'il faut en ce moment, dans ces années 47, 48, découvrir dans l'art de ces compositions. Ici, ça s'intitule Composition Céladon, tableau de 1948, 78 par 60 cm, un tableau qui n'est pas très grand, qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Dijon et qui va nous permettre de passer, je dirais, de la quasi-disparition du graphisme noir à une palette, je dirais, beaucoup plus claire, beaucoup plus douce, où nous avons des couleurs raffinées, presque du ton sur ton, avec cet effet de grillage, de rayures noires que nous retrouvons toujours, mais il y a encore au centre cette composition centripète, cette matière picturale plus épaisse, ces traits noirs, cette précieuse nuance de vert pâle qui va rejoindre une forme de lumière, mais une lumière de toute éternité, qui n'a pas de début ni de fin. C'est comme un vitrail incandescent qui appartient à la force de la nature. C'est une nature, naturance, une nature en train de se faire nature. Et de là, il y a toute l'exploration de la peinture abstraite. Chercher un point focal, oui, on va peut-être en trouver un, en fait. Regardez bien ici, cette trace, cette tache de jaune, c'est ce point focal, quelque chose qui va être un équilibre, qui va tenir véritablement toute la composition. Et ce petit pan jaune me fait encore penser à ce petit pan de mur jaune. Vous vous souvenez, dans la recherche, à la recherche du temps perdu de Proust, lorsqu'il parle de la mort de Bergotte, il écrit « Un petit pan de mur jaune était si bien peint », et pas bien sûr de la vue de Delphes de Vermeer. Et lorsque Bergotte retrouve eh bien, ce tableau-là, il éprouve un malaise. C'est le même malaise que Proust a éprouvé devant ce tableau. Et il le décrit. Un petit pan de mur jaune était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Tout le tableau de Vermeer ne tient qu'à la magie de la lumière de ce petit pan de mur jaune. C'est la vie, c'est la densité, c'est le sens ultime de la peinture de Vermeer. Eh bien, en même temps, c'est la prise de risque de Vermeer. C'est la prise de risque précisément de Nicolas de Staël qui se met en danger dans sa composition avec ce petit pan de mur jaune. Tout commence, tout s'arrête. C'est ce point d'harmonie suprême, cette indispensable matière qui devient la vie en peinture. Et par rapport à cela, eh bien, on peut encore découvrir dans cette composition, ça s'appelle juste composition, 162 par 114 cm qui se trouve au Musée national d'art moderne à Paris. Et là encore, on trouverait ce petit pan de mur jaune. Ici, on le retrouve car c'est la fonctionnalité véritablement de ce mur. Un mur qui scande le temps et l'espace, qui situe justement l'axe essentiel, c'est-à-dire le ici et maintenant. C'est la ponctuation de l'éternité, ce qui crée l'instant et l'éternité. C'est le dynamisme, l'espace mouvant, la lumière ordre et l'ombre désordre. Toutes ces vibrations de la peinture qui s'expriment à elle seule et qui devient l'humilité visuelle. Tout ce travail au couteau, ces grands pans contrastés, les formes qui s'engendrent les unes dans les autres, apparaissent et disparaissent. C'est une véritable dynamique et on voit d'ailleurs entre certains espaces un petit peu de lumière rouge qui apparaît. Eh bien, c'est la sous-couche, bien sûr, qui interagit avec toutes les couleurs froides qui sont en surface. Et ce qui est étonnant, c'est que justement à cette époque-là, Nicolas de Staël prenait des croquis, des murs délabrés des immeubles parisiens. Et donc, il éprouve finalement le résultat de ces pans de murs avec leurs accidents dus à la vie des occupants, à ce qui se passe dans la rue,
à ce qui se passe dans ces immeubles. Et donc, ce qu'il en résulte, eh bien, c'est une sorte d'abstraction. Abstraction, mais une abstraction habitée, non déshumanisée du reste. Ici, la toile est une sorte de rencontre entre l'humain qui appartient à tout le monde finalement, et surtout à la création. Et la création, bien sûr, c'est le fruit de l'artiste. Nicolas de Staël capture ce qui appartient à tout le monde. Et ce qui appartient à tout le monde, tous ces petits pans de mur, comme Vermeer avait retenu, celui qui était jaune, eh bien, devient finalement ce qui va transcender sa création, c'est-à-dire l'espace magnétique. Nicolas de Staël disait, ce qui donne la dimension, c'est le poids des formes, leur situation, le contraste. Et puis, il peut passer aussi à des œuvres peut-être plus équilibrées. Ici, nous sommes en 1950-1951, ça s'intitule Grande composition bleue. Les formats s'agrandissent, nous sommes sur un format de 2 mètres de haut par 1,50 m, une composition solide, avec des éléments stables, lourd en bas, plus léger vers le haut, plus aérien vers le haut, tout un jeu de profondeur grâce au noir changeant, des effets de lumière qui irisent les formes. Là encore, on peut voir dans certains espaces où il y a une superposition de couches picturales, des petites traces de rouge qui sont la sous-couche finalement entre ce jeu de noir et de bleu. Une harmonie très difficile à manier car ça peut être l'obscurité, mais ça peut être aussi la lumière, les effets du couteau qui créent une épaisseur, un relief, une forme, les irrégularités qui créent la vie comme sur un mur, un espace crédible, un espace qui peut avoir une signification, une émotion quelque part. Il va faire en 51 cette ville blanche. Là aussi, c'est une œuvre qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Dijon et qui est un petit peu plus petite puisqu'elle fait 65 par 92 cm. Et à ce sujet, justement, il écrit « Je n'oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative. Une peinture devrait être à la fois abstraite, figurative, abstraite en tant que mur, figurative en tant que représentation d'un espace. » Mais me direz-vous, qu'est-ce que c'est qu'un mur si ce n'est autre qu'un espace? En fait, au printemps 1951, Nicolas de Staël visite au musée des Monuments français une exposition qui était consacrée aux mosaïques. Et donc, ce tableau est aussi la conséquence de l'émotion qu'il a retenue au musée des Monuments français, c'est-à-dire cette vision en petits carrés qui agissent comme des tesselles, qui construisent un nouvel espace. Quoi qu'il en soit, vous avez bien compris que Nicolas de Staël travaille sur cette notion d'espace, un espace qui doit s'ouvrir, et dans ce cas-là, il serait peut-être abstrait, un espace qui peut se refermer parce qu'il peut avoir une histoire, et donc il pourrait être figuratif. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un damier. Et dans ce damier, on retrouve notamment cette œuvre-là, toujours en 1951, qui s'intitule Composition, plus grande, 1,97 m par 97 cm, et qui nous amène à parler de la rencontre qu'il a pu avoir avec René Char, précisément dans cette année 51. Et de cette rencontre où il va naître une très longue correspondance et puis des illustrations de poèmes, comme notamment le poème pulvérisé de René Char, qui va être illustré donc par Nicolas de Staël, qui va faire des bois gravés justement, où il use d'éléments évoquants, avec des éclats, des fragments de pierre, des éléments qui se rapportent au titre du poème. Poème pulvérisé, comme un espace pulvérisé. Pourtant ici, nous avons un damier, une sorte d'ordonnancement orthogonal où Nicolas de Staël reprend sa première explication en 1952 où il disait « La peinture ne doit pas être un mur sur un mur, la peinture doit figurer dans l'espace. » Et donc, pour figurer dans l'espace, il faut acquérir une stabilité. Il ne faut pas que la peinture permette de figurer l'espace. La peinture fait figure. La peinture doit rester autonome. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi de faire juste un tout petit rapprochement, un petit clin d'œil, si je puis dire, à ce qui se passe précisément dans les mêmes années 50 aux USA, avec l'action painting, avec le tachisme. Mais je referme la parenthèse. Nous sommes ici en 1952
et ça s'intitule Les Toits. Ça veut dire que cette fois-ci, Nicolas de Staël regarde comme s'il avait pris de la hauteur et qu'il regardait vu d'en haut. Et ceci change tout parce que, en fait, ce qui est habité peut être justement ces toits qu'il voit d'en haut. Une toile ici qui fait 200 cm, 2 mètres donc par 1,50 m, qui se trouve toujours au Musée national d'art moderne. Et on comprend justement que par rapport à ce titre, les toits, et qui donc représente, j'insiste là-dessus, sur cette vue d'en haut, eh bien, ce n'est pas quelque chose justement où il oppose abstraction et figuration comme une sorte de dichotomie stérile. Non, ici, c'est un tableau qui devient non figuratif. Ce n'est pas pour autant qu'il est abstrait. Ça devient une sorte de ville blanche, un échiquier. On a l'impression qu'on pourrait même circuler dans les rues, qu'on voit des pâtés de maisons, qu'on voit des immeubles, et puis au-delà, la lumière blanche, comme si on voyait la mer au-delà, justement, qui pourrait être agitée par la lumière du ciel. Il crée donc bien une harmonie parallèle à celle de la nature, comme Cézanne voulait le faire. Il crée surtout un équilibre entre toutes ces tesselles là aussi qui vont du noir au gris, au blanc, avec encore ces cernes rouges, comme s'il y avait en dessous une sorte de vibration de vie, justement, qui est en train de transcender l'espace. Il crée donc cet équilibre avec ses lois propres, tout en respectant la pesanteur, les effets lumineux, j'aurais presque envie de dire le nombre d'or ici dans la composition. Et donc, il se fait démiurge d'un langage autonome. Il crée une harmonie complexe, une harmonie de non-couleurs, le blanc, le gris, le noir, sauf un tout petit peu de rouge, un contour rouge, comme je dirais ce petit clin d'œil à Corot qui mettait toujours un petit point de rouge pour que tout d'un coup la vie rentre dans l'espace pictural. Il donc crée des reflets avec le ciel qu'il va nourrir avec son couteau. Il va nourrir encore une fois ces reflets avec des pavés qui vont créer l'espace au premier plan. L'œil ainsi entre dans le tableau. Nous cheminons dans ces non-couleurs. Nous cheminons dans la lumière et c'est ainsi que l'œuvre de Nicolas de Staël devient véritablement un morceau de bravoure. Et puis, il change de palette. Nous sommes en 1952, il va faire ce parc de Sceaux qu'il voyait fréquemment lorsqu'il avait besoin de nature et que depuis son atelier, il allait se promener au parc Montsouris, au parc de Sceaux. Et il va dispenser une inspiration qui va naître, je dirais, cette fois-ci beaucoup plus du motif. Ici, d'ailleurs, nous avons plus de profondeur. Il marche. Il y a donc une dynamique qui est différente, une préoccupation accrue pour la lumière, mais toujours statique. On a l'impression que son espace est statique pour laisser circuler la lumière et plus encore peut-être la musicalité des tonalités colorées. Ce mot de musique, eh bien sûr, nous allons le vivre dans ces vibrations depuis l'œuvre qui s'intitule L'Orchestre, créé en 1953, qui fait 2 mètres par 3,50 m. Il a considérablement agrandi son format. En novembre 1950, Nicolas de Staël va rencontrer Stravinsky, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, tout ce petit monde, si je puis dire, petit bien sûr parce que je ne cite que ces 3 noms, il les rencontre au théâtre du Petit Marigny, qui était en fait à l'époque le domaine musical qui avait été créé par Pierre Boulez, un endroit qui avait été prêté par Jean-Louis Barrault, où l'on entendait des œuvres nouvelles, des créations mondiales. Et en 1953, Nicolas de Staël travaillait sur un projet qui dut malheureusement avorter, qui était un décor d'un ballet sur le livret de René Char. La musique était écrite par Dalla Piccola, puis par Stravinsky, puis par Messiaen. Et en fait, c'est à partir de là vraiment que Nicolas de Staël va assister à plusieurs concerts pour puiser son inspiration. Et la musique contemporaine ne va plus le quitter désormais. Ici, la toile devient une scène ouverte limitée par 2 diagonales opposées qui créent bien sûr l'espace scénique. Et donc, nous sommes devant une orchestration de cellules polygonales, grises ou blanches, avec, je dirais, une activité, on peut dire, les unes avec les autres, une interaction qui va créer un résumé somptueux, clair et scintillant,
on peut parler cette fois-ci véritablement d'espace musical, avec des accords parfaits de gris et de couleurs subtiles. Il existe, je dirais presque quelque chose de romantique à la Delacroix, à la Géricault, avec cette force, cette puissance. On voit le chef d'orchestre qui va vraiment permettre de faire tout bouger, toujours comme ce petit point de la dentelière qui tout d'un coup faisait tout éclater dans la toile picturale. Et bien ici, c'est sensiblement le même sujet. Le chef d'orchestre va tout d'un coup mettre en harmonie, parallèle à celle de la nature, la musique qui va devenir ici peinture. Curieusement, il va y avoir juste quelques temps plus tard ce tableau des footballeurs. En effet, en 1952, le 26 mars très exactement, Nicolas de Staël assiste au match de foot France-Suède qui avait lieu au Parc des Princes, donné en nocturne. Et c'est de là justement qu'il va créer ces empattements larges, où il va intégrer le mouvement. Ici, quelque chose de presque atypique dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'abord, un format un peu plus petit, où la figure humaine occupe presque tout l'espace pictural. Et sous les noirs ou les blancs qui sont maçonnés, on peut dire au couteau, mais presque par la truelle, on voit des couches d'après, rouge, jaune. On les avait vus tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est encore plus lumineux parce qu'il faut justifier le mouvement de ces footballeurs. Non plus le mouvement de la musique, mais le mouvement vraiment de ce footballeur qui donne ce large geste, on peut dire, que l'on voit de dos et qui est en train de shooter avec violence, qui donne un élan à toute la composition. Le figuratif ici devient presque tangible par la force, je dirais, exploitée des jambes des musiciens et en particulier de celui qui est au premier plan. Et puis, il y a ce grand tableau, 2 mètres par 3 mètres 50, Parc des Princes, les grands footballeurs qui se trouvent dans une collection privée, et donc où il adopte désormais ce grand format. Et c'est à partir d'une composition qu'il venait de voir, nous a raconté Germain Viat, dans le catalogue raisonné de 1968, justement, où il précise que Nicolas de Staël venait, juste avant de faire cette composition, de revoir la bataille de Paolo Uccello à Londres, qui était cet espace cohérent, on peut dire, mais irréel. Voici la bataille de San Romano que Uccello a réalisée en 1456 et où on a justement ces vibrations, ces rythmes qui nous permettent justement de mieux comprendre ce qui était la vision à ce moment-là de Nicolas de Staël. Quelque chose de plus calme désormais, avec ce ciel en fleurs. Nous sommes en 1952, un tableau qui fait 1 mètre par 73 cm, sur lequel Van Dongen avait, à propos de ce tableau de Nicolas de Staël, écrit à Butuit, « Quand je pense au tableau de Staël, je vois une ligne horizontale, un très vaste horizon. Au-dessus de cet horizon, un ciel immense. La mer s'est déposée dans les yeux de votre amie, grise et verte. J'ignore ce que sont ses colères, mais j'entends sangloter son rire de gamin, errant et géant. » Ce gamin, justement, c'est ce Nicolas de Staël qui nous pose tant de problèmes, je dirais, puisque nous sommes vraiment, j'aurais pas envie de dire à la limite, je dirais plutôt à la conjugaison entre l'abstraction et la figuration. Les deux sont portés à leur comble. C'est cette volonté de construire un espace par l'organisation de différents plans. Il existe une sorte de perspective atmosphérique qui avait été décrite, je dirais, au moment où on a découvert la perspective au XVe siècle, mais je dirais que ce qui est le plus conforme finalement à ce tableau, c'est la définition de Maurice Denis lorsqu'il dit « Un tableau, avant d'être une femme nue, un cheval de bataille ou une quelconque anecdote, est avant tout une surface plane couverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » Eh bien, c'est cette définition de Maurice Denis, bien avant l'abstraction, et Maurice Denis n'est jamais sorti de la figuration, on le sait bien, qui nous permet de rentrer dans ce jeu de transparence. Des transparences que l'on voit ici avec le Soleil de 1953, un tableau de tout petit format, 16 par 24, mais tellement intense, tellement lumineux, tellement éblouissant, qu'il dialogue, si je puis dire, avec la Lune de la même année, beaucoup plus grand, 1,62 m par 97 cm, où nous sommes dans le secret, dans l'énigme,
La lune est devenue diffuse. La différence de tension, de rapidité de l'étalement, je peux dire de la pâte qui différencie le ciel et la terre, c'est ce qui va permettre de voir ces griffures qui s'accumulent avec cette trace rouge verticale qui donne l'équilibre, la résonance de la lune. Ici, il y a la lune, mais en fait, il y a 3 éléments. Le cercle, la ligne rouge et cette oblique ondulante comme une sorte de ligne d'horizon. Le reste n'est que vide, sur une matière sous-jacente vibrante de couleurs, de rouge. On a peine à toutes les définir, tellement la densité de la pâte est importante. Nicolas de Staël retient les éléments structurels et compose un tableau. Nous sommes ici en 1953 et ça s'intitule « Paysage de la route d'Uzès ». En fait, c'est une route qu'il va parcourir quand il va vers Ménherbe. Ménherbe, c'est ce plus beau village du Luberon, dit-on, qui se trouve donc dans le Vaucluse. Et il y va entre juillet 1953 et octobre 1954. Et donc, sur cette route, eh bien, qu'il emprunte, je dirais, assez régulièrement dans cette période, il aimait à écouter justement la musique sur son poste de radio. Et on a l'impression justement qu'il va chercher un rythme. Ici, nous sommes dans un virage et avec peu de moyens, il va créer une œuvre forte. Le titre permet de penser que nous sommes au premier plan et que c'est la route que nous voyons. On ne voit évidemment pas le capot de la voiture. On est dans ce virage, on est donc en mouvement. Il met le spectateur en mouvement, en dynamique grâce à ces accents jaunes, évidemment, qui suivent cette courbe. Il procède toujours par plan pour construire un espace en 3 dimensions. Et donc ici, ce n'est pas un tableau abstrait, ce n'est pas de l'abstraction du tout, c'est quelque chose qui relève de la sensation, c'est-à-dire qu'il écoute et il rentre dans l'audace de ce premier plan vide. Mais encore plus audacieuse, c'est ici, ça s'intitule tout simplement La Route de 1954, une œuvre qui fait 60 par 80 cm. Et Nicolas de Staël, rappelez-vous, écrivait « Pourquoi Véronèse, Velasquez, Franz Hals possédaient plus de 27 noirs et autant de blancs ?» Eh bien, cette fois-ci, il s'y colle, si j'ose dire. Il n'y a aucune couleur. Nous sommes dans ce ciel blanc sous la couche picturale où il y a 3 triangles, à gauche un noir, en face un blanc, à droite un gris. Et c'est de là véritablement qu'il crée une force avec ces 3 taches noires qui peuvent être des arbres, qui peuvent être, peu importe ce qui est dans la tête de Nicolas de Staël. Et je dirais qu'il y a encore un triangle que l'on voit peut-être peu ici dans le rendu de la diapositive, une espèce de triangle qui va se poser, on peut dire, sur le dernier triangle noir, qui va asseoir comme une sorte de force qui se pose sur l'horizon. Ainsi, les éléments entrent en résonance. Et c'est ainsi aussi qu'il crée véritablement une rythmique des formes. C'est précisément un tableau musical. C'est un tableau qui s'écoute, un tableau qui s'entend, un tableau qui obsède grâce à l'économie de moyens, avec ce langage avare de mots, mais de puissance accrue qu'il est en train de distiller. Si ici nous sommes dans le jour, peut-être, ici nous sommes dans la nuit. Nous sommes en 1954 à Paris, puisque c'est le Pont Marie, un tableau de 73 cm par 100. Et on voit bien que depuis la neige de tout à l'heure, peut-être, ou la nuit, eh bien, il va ici passer à la richesse des noirs. Rappelez-vous aussi que Nicolas de Staël ne tarira pas d'éloge sur les noirs de Courbet, et c'est peut-être aussi cela qu'il est en train d'essayer de retrouver dans cette architecture qui devient colorée. Aujourd'hui, c'est presque un fantôme. Je dis aujourd'hui parce que Notre-Dame a l'histoire que l'on connaît, et lorsqu'on le voit ici, eh bien, on voit le fantôme de Notre-Dame dans le regard de Nicolas de Staël. Et là, c'est l'émotion qui nous prend vraiment au cœur, dans ces caractéristiques de la nuit, c'est-à-dire de l'étrange, du mystère, des choses que l'on ne voit pas, qu'on essaie de retenir dans sa mémoire. Nicolas de Staël travaille avec sa mémoire, mais non pas, je dirais, avec l'abstraction. Il est juste dans la mémoire, dans la sensibilité pure. Ainsi, dans ce paysage de 1953, 73 par 100 cm,
nous entendons justement ce que René Char écrivait à propos de Staël. Staël et moi, nous nous approchons quelquefois plus près qu'il n'est permis de l'inconnu et de l'empire des étoiles. Et c'est ainsi justement qu'il va passer pas simplement au titre de paysage. Le paysage va faire tout le reste. C'est peut-être le reste ou ce qui commence par nous créer une émotion. Une liberté est donnée au spectateur de s'évader, de méditer comme sur les méandres d'un mandala. Tout le pouvoir de Nicolas de Staël est de proposer une image puissante, mais qui ne s'impose jamais, parce que précisément, il veut ouvrir le champ libre de l'interprétation, et mieux encore que l'interprétation, ouvrir le champ à la méditation. C'est ainsi que je pensais à ce requiem pour un sage. Et pour autant, il nous amène aussi, non pas simplement, je dirais, dans des paysages, mais aussi confrontés à des figures. C'est le titre. Ici, ça me fait tout autant penser à ce tableau de la Visitation de Pontormo de 1528 que à d'autres tableaux comme ceux de Gustave Moreau. Mais pour autant, il faut se rappeler ce que lui-même écrivait. Ce qu'on appelle matière est une épaisseur d'être. La matière n'existe pas, c'est l'être qui compte. Et ça, c'était écrit par Anne de Staël dans justement Revoir Nicolas de Staël, qui avait été publié en 1981 aux éditions de Jeanne Bucher. Et justement, elle écrit encore, lorsqu'il regarde à l'infini. Il se sent infini où il voit. C'est peut-être bien sûr ce qui nous amène à comprendre progressivement ce que Nicolas de Staël va devoir faire dans ces derniers jours. Alors bien sûr, la forme, son ton local ne coïncide pas. Nicolas de Staël rompt avec la territorialité de la couleur. Une forme peut, je dirais, s'esquisser sur une autre. D'ailleurs, à ce sujet, ce n'était pas le premier à le faire. Léonard de Vinci avait justement noté les effets de la persistance rétinienne. Une forme ne s'arrête pas à son dessin, elle se poursuit au-delà. C'est le souvenir, c'est le sentiment amoureux, c'est tout ce qui se disperse au-delà d'une figure. Et c'est précisément ce que nous voyons ici dans cette figure blanche, transcendante comme une illumination. Et cela fait penser justement à ces images, j'en ai parlé à l'instant, de Gustave Moreau, de ces anges justement, de ces figures qui n'appartiennent pas à l'espace du réel, mais qui nous permettent de rentrer dans la mobilité de l'image. Et cette mobilité de l'image nous apprend à rentrer dans la mobilité de l'espace, celui de Gustave Moreau ici, mais bien sûr celui des figures de Nicolas de Staël. Et dans le même ordre d'idées, nous avons ces Indes galantes, 1953, un tableau d'1,62 m par 114 cm, où nous retrouvons ce mélomane exceptionnel qu'a été Nicolas de Staël, qui va reprendre l'intégrale de l'opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau à l'Opéra Garnier et qui va justement jouer sur les tons rompus, sur les tons subtils de carnation, de transparence, avec cette économie de moyens extrêmes pour laisser place à la pudeur d'un corps en pleine création. Cette forme ovoïde que nous voyons, nous la retrouvons ici dans ce pot rouge, même date, 1952, avec un tableau d'un format assez conséquent, 1,30 m de haut par 97 de large. Et Germain Viat disait justement à propos, Nicolas de Staël utilise des éléments les plus conventionnels pour traduire le mystère et l'angoisse. Ici, ce n'est jamais que l'ovale d'un pot qui s'impose comme une figure et qui crée un équilibre. Lumière et couleur n'ont plus qu'à vaciller, je dirais, tout autour de ce pot. Dans le même ordre d'idées, il peut faire aussi des fleurs, comme ici en 1952. C'est une expression vivante, vacillante, mais c'est aussi un monde extérieur. C'est de là où justement on est dans le souvenir d'une forme qui a existé, on en est sûr. On a vu des fleurs, on peut encore les voir. Et donc, on est dans ce requiem. Je me souviens, je l'ai vu, je l'ai vécu, mais maintenant, je le transcende. Il renouvelle, on peut dire, la poésie de la nature par des accents de vérité, simplement des accents de vérité. Et donc, c'est ainsi que la matière peut éclater. Il y a le rôle des interstices, le rôle des fissures, le rôle des accidents, des raclures, des cicatrices qui révèlent la vérité. Et de tout cela,
je me souviens. C'est un requiem. Et bien sûr, il se souvient aussi d'un Cézanne dans ce tableau qu'il intitule « 5 pommes ». En 1952, Nicolas de Staël fait des séries de nature morte, dont les pommes d'ailleurs, qui nous font penser bien évidemment par le titre, par le sujet, par tout ce qu'on peut imaginer, à Cézanne. Ici, elles sont enchâssées dans une structure, dans une peinture, dans une matière. Elles sont confinées, si j'ose dire, bien que le mot aujourd'hui soit un petit peu désagréable, mais c'est une géométrie quasi polygonale et l'espace du coup, a envie d'éclater. Est-ce que c'est l'espace qui éclate ou c'est que le sujet qui a envie de se transcender, je dirais, sans référence? Une seule ligne d'horizon décroissante. Des pommes font un effet de repoussoir. Il va hiérarchiser l'espace. Est-ce que les pommes derrière, devant, est-ce que où sommes-nous? C'est cette composition audacieuse qui crée un espace qui transcende la peinture. Et les accents, du coup, deviennent un peu comme des notes de musique sur une partition. En fait, c'est cela qu'il crée. Une note de musique crée un son crée un espace. Et donc, c'est cela qu'il veut essayer de rendre par sa peinture, une peinture musicale. En 1953, il va voyager en Italie, il va à Gênes, à Naples, à Ravenne, à Sicile. Il voit donc les mosaïques byzantines, les architectures antiques et il va construire encore un peu plus, si j'ose dire, des œuvres, je dirais, dans l'ordre du souvenir, comme ici, Nature morte au chandelier. Pourquoi je parle de souvenir? Parce que l'espace ici ne peut tenir que par le souvenir. C'est une sorte, je dirais, d'objet qui flotte dans un espace et l'espace n'appartient qu'à la mémoire de Nicolas de Staël. André Chastel avait déjà fait remarquer l'obsession du frontal et du vertical chez Nicolas de Staël, de la construction et du plan situé en face de l'homme qui voit. Il faut voir pour entrer dans l'œuvre. Et ces objets flottent dans l'espace chez Nicolas de Staël comme un équilibre qui est recréé, un minimum de moyens, une ascèse de 2 couleurs, le bleu en mode majeur, le jaune en mode mineur. Ce sont d'ailleurs les 2 couleurs de Vermeer. Il n'y a pas d'ombre, nous sommes dans un espace plat qui crée une très grande force. Chaque tableau est un morceau de bravoure, un morceau de peinture, un morceau de silence, mais il y a quand même une racine à cela. Je me souviens. Oui, je me souviens de cet équilibre que nous avions chez Zurbarán, notamment, avec ces objets. Tout à l'heure, nous avions 4 objets avec Nicolas de Staël, 4 masses particulièrement, et avec Zurbarán, le même équilibre en suspens, 4 objets qui sont là à attendre qu'on les regarde. Et en 1954, avant de s'installer à Antibes, Nicolas de Staël passe par Marseille. J'aurais envie de dire qu'il se rapproche de la lumière, un peu comme Icare, qui s'est brûlé les ailes en voulant tutoyer le soleil. Et il était allé en Sicile, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1954, on le retrouve à Martigues. Il fait ce tableau où il va d'un format assez grand, 1,50 m à peu près par 1 mètre de large à peu près, et où il crée la chaleur de la lumière, avec des quais où sont amassés des voiliers, peut-être, ou d'autres bateaux. On ne sait plus très bien de quoi il s'agit. J'aurais presque envie de dire que nous sommes dans cette lumière noire. Il n'y a jamais de figure, ou presque, des effets de profondeur. Il dilate l'espace. Il y a 3 formes devant nous. Est-ce que ce sont des bateaux, des formes qui flottent? Est-ce qu'il s'agit d'un cercueil flottant? Je ne saurais dire. Nicolas de Staël à René Char écrivait « Je mettrai des années à faire claquer au vent ta Provence. Ce n'est pas simple et physiquement, je me sens dans un carcan d'acier. » Est-ce que c'est ce carcan d'acier qu'il est en train de décrire? Peut-être, mais il va aller au-delà du carcan d'acier. Il va faire cette Méditerranée en 1954, format 96 par 145, qui là aussi fonctionne un peu comme ce petit pan de mur jaune que nous avons en haut à gauche. Ou est-ce que c'est une ville engloutie? En tous les cas, la seule chose qui véritablement est le point d'appui, le point de stabilité, c'est cette tour blanche dressée à droite qui est le phare de l'entrée d'un port. De quel port s'agit-il? Je ne saurais dire, peu importe de toute façon. Nous avons l'éclat de la lumière, l'éclat de la Méditerranée, l'éclat de la chaleur. Le rôle essentiel
c'est de dilater l'espace pictural. Un point d'appui et tout le reste bouge, tout le reste est en mouvement comme ébranlé par l'écume de la mer. Les effets de la brosse sur le bleu, le ciel de la mer, le ciel et la mer, c'est tout ce qui compte. Il avait aussi fait ce tableau intitulé Sicile en 1954, où nous avons cette puissance du jaune et cette couleur complémentaire, le violet au premier plan, qui va asseoir, on peut dire, la composition. Et ce vert, ce jaune, ce bleu, ce noir, la mer est noire ici. Le ciel est vert, il a été raclé. Il y a des raclures verticales, horizontales. On a l'impression il s'est battu avec l'espace, il s'est battu avec la matière, mais c'est justement avec cet espace qui irradie la composition, qui irradie la lumière. Il enlève de la matière pour une autre vie. C'est un peu ce qui peut définir sa fin de vie. Il enlève de la matière pour une autre vie. Agrigent, 1954, période sicilienne, donc toujours, où il a une énorme production, on peut dire, comme ici, où il va chercher encore les accidents de la touche, des accidents qui peuvent être des surfaces en réserve, des réserves qui vont sculpter la couleur. Il est en retrait, on peut dire, par rapport à la matière, et du reste, il se souvient de ces papiers gouachés découpés de Matisse, et notamment, bien sûr, de la tristesse du roi, avec cette expression pathétique que Matisse voulait rendre à cette composition qui est rentrée, on le sait ensuite, dans les collections du Musée national d'art moderne. Nicolas de Staël découvre en 1952 l'Atelier rouge à New York, la danse de Philadelphie, la tristesse du roi, et il écrit « Il n'y a que deux choses valables en art, la fulgurance de l'autorité et la fulgurance de l'hésitation ». Et donc, c'est entre ces deux-là, justement, qu'il essaie de comprendre ce Matisse qui, à 84 ans, arrivait à tenir la fulgurance même avec des bouts de papier. Il va poursuivre toujours dans cette fulgurance. Ici, un espace qui est transcendant, on peut dire, entre ce ciel noir, lisse, et puis ce travail au couteau pour les architectures, et ce sol qui est presque brossé, qui semble balayé par le vent, où il y a du mouvement, il y a quelque chose de vivant dans ces radiations. Nicolas de Staël écrit encore entre la forme absolue et l'informe absolue, il y a un équilibre que seule la masse perçoit dans son volume. Et donc, il insiste dans cette platitude et ce qui va créer l'absolu, le visible, le tangible, mais jamais le non figuratif. Un autre qui est dans le même ordre, Agrigent, mais avec encore plus de sobriété, beaucoup plus d'ascèse, beaucoup plus de puissance encore. Et la lumière éclatante joue entre le blanc et le noir, entre la vie et la mort. Un léger vacillement à la frontière d'un jaune acide qui est là comme un murmure qui nous gêne au fond de notre oreille. Ici, l'atelier vert, nous sommes en 1954, un art qui va être déconcertant, on peut dire, par sa simplicité, mais aussi par une sorte de présence. Toujours ces matières qui se superposent, où on voit une sous-couche rouge qui apparaît comme quelque chose qui ne s'efface pas, comme la mémoire qui est toujours présente. Et donc, à son retour d'Espagne, Nicolas de Staël s'installe à Antibes et rencontre le conservateur du musée Grimaldi, Dore de la Souchère, qui avait abrité Picasso en 1946 au musée et ainsi propose une exposition à Nicolas de Staël. Nicolas de Staël accepte, bien évidemment. Il loue un appartement sur les remparts, tout proche du musée. Et là, en 6 mois, il va réaliser pas moins de 350 toiles. Un travail de plus en plus ascétique, un travail de la réserve qui dessine les formes de plus en plus. Il cherche à capter l'intemporel, l'au-delà du visible. Il va travailler les formes du hasard qui vont produire une sorte de déflagration du génie. Nicolas de Staël dit « Je crois au hasard exactement comme je vois au hasard, avec une obstination constante. C'est même cela qui fait que lorsque je vois comme personne d'autre. » Nicolas de Staël travaillait
avec une rage folle. Il était capable de travailler 24 heures d'affilée, une espèce de fureur harassante. Et c'est bien cette fureur qui a fini par l'épuiser, épuiser toutes ses forces vives, ses incroyables réserves de vitalité. Il va notamment peindre cette cathédrale en 1955 qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Lyon, un tableau qui fait 2 mètres de haut à peu près par 130 de large, dont les sources, eh bien, c'est à la fois la solennité des cérémonies orthodoxes, c'est la solennité des chants grégoriens, les divins moments, si je puis dire, ces réunions de sentiments qu'il a pu partager dans sa mémoire avec ceux qu'il a connus en Russie, avec la musique des orgues, avec la peinture de Velázquez, de Manet, de Courbet, tout ceci est présent, on peut dire. C'est ce hasard, en fait, qui va s'entrechoquer dans ces toiles et créer cette architecture irréelle, étrange, idéal en même temps, qui irradie. C'est la cathédrale qui irradie, qui donne la lumière. Et cette gamme de couleurs très limitée, très très peu de couleurs, encore un peu de rouge, de rosé, mais tout le reste n'est que gris, blanc et noir. Il construit par plans. Le ciel est étrange d'habileté. On y voit, je dirais, comme des présences qui sont là en train de parler. La cathédrale semble flotter comme une pensée dont on ne peut plus se débarrasser, une sorte d'idée fixe, persistante. La cathédrale porte une empreinte sur notre mémoire visuelle. Elle est, à elle seule, un requiem. Et puis, à Antibes, eh bien, il se souvient finalement de cette fonctionnalité de l'architecture en faisant ce fort carré, le fort carré d'Antibes, 1955. C'est bien ce qu'il voit de son atelier, plus exactement de la terrasse de son atelier qui donne sur la mer, sur le port Vauban, sur le fort carré. Et il y a ici cette couleur bleue nocturne que nous connaissons bien, nous, ici en hiver, lorsque justement il y a l'obscurité qui s'avance, le jour qui s'esquive. Il y a ici, je dirais, un peu comme dans cette montagne Sainte-Victoire de Cézanne, lorsqu'il faisait disparaître l'opposition entre le minéral et le végétal, eh bien, Nicolas de Staël fait disparaître le minéral et l'aquatique. Il fait naître une force décuplée par cette économie de moyens, une composition qui va jouer par plans successifs. Et il y a du coup quelque chose qui s'entend, les vagues, la musicalité qui monte, une lumière lunaire. Et pourtant, la peinture ici n'est que silence, comme ici, dans ces bateaux de 1955. On retrouve ces nuances de bleu, de gris transparent, mais le ciel n'existe plus. Il y a cette opposition de l'acier des bateaux et de l'immatérialité des fumées. Tout ceci cohabite, agit ensemble, crée des oppositions de masse qui flottent et ce bleu de la mer si fragile, mais totalement envahissant, une masse qui avance, une fumée noire qui s'anime. Et c'est Mouette, en 1955, un tableau d'1,95 m par 1,30 m, une puissance inquiétante qui est bien sûr là pour nous faire penser au Corbeau de Van Gogh. Ici, il va syncoper la touche, qui va s'adapter au battement d'aile. On a l'impression que chaque mouvement va s'arrêter puis reprendre, s'arrêter puis reprendre, comme la touche elle-même qui crée ce rythme de vol de ces goélands. Une grande poésie dans cet envol au-dessus d'une mer grise, une mer d'hiver. Et pourtant, dans cette atmosphère de nostalgie, de froid humide, de cris rauques des oiseaux, les ailes viennent ici à la fois griffer le ciel et je dirais caresser la surface de la toile. Il existe une dynamique rarissime, car il y a des cris et il y a de la douceur. On dirait que c'est le hasard qui les a fait passer par là. Avant leur passage, le tableau existait déjà, comme si le tableau était déjà là. Et les oiseaux sont arrivés, comme par hasard, comme dans cette liberté d'un vol d'oiseaux qui reste toujours inattendu. Dans ce nu couché 1955, nous voyons donc ce corps assoupi mais dynamique grâce à ces deux triangles qu'il compose en négatif-positif. Le triangle des jambes, bleu, et puis le triangle, je dirais, que fait les jambes par rapport au corps,
avec ce rouge uniforme, il y a deux triangles qui sont l'un en opposition par rapport à l'autre, comme s'il y avait une pudeur du regard. On comprend mal la position, en quelque sorte, de ce nu, une œuvre troublante, forte, quelque chose qui relève aussi de la convulsion. On ne sait donner une explication à cette position. Ce nu n'a de cohérence que picturalement. De plus, il est décentré, comme s'il allait se poursuivre. La vie se poursuivra, sûrement, mais ailleurs. Et en 1955, ce piano, 1,60 m par 2,20 m de long. Nous savons qu'au début mars, Nicolas de Staël part à Paris pour assister à un concert donc de ce domaine musical dont j'ai parlé tout à l'heure, dirigé par Pierre Boulez. Et de retour, il ébauche donc ce piano et le grand concert qu'on va voir dans un instant, qui sont restés inachevés. Vous savez pourquoi. Le hasard lui a fourni une ultime étincelle, on peut dire, ce hasard qu'il a prôné, on peut dire, dans toute sa carrière, et qui est un élément fondamental dans la musique de cette décennie, comme le rappelait Boulez, qui dit « Toutes ces spéculations à partir du hasard m'intéressaient. Nous nous sommes trouvés sur des terrains communs de réflexion. Je lisais Mallarmé à cette époque, et tout ceci m'a conduit par la suite à concevoir l'œuvre ouverte dans une toute autre façon de John Cage ou Stockhausen. » Il y a ici, bien sûr, une mémoire, celle du tableau de Matisse avec ce métronome sur le piano. Il y a cette chaise vide, il y a ce qui est peint et ce qui ne l'est pas, ce qui est en réserve. Mais surtout, il y a ce mur jaune ici. J'aurais dire que le mur jaune, cette fois-ci, a envahi l'espace et fait tomber son auteur. Il y a une énigmatique absence. Et dans ce concert, qui est le tout dernier tableau de Nicolas de Staël, eh bien, il y a l'énergie et puis il y a quelque chose qui tente à disparaître. Cette contrebasse qui reprend le jaune de ce petit pan de mur jaune qui était la vie, eh bien, quelque chose semble s'évader, s'échouer dans ce concert. Dans une lettre donc à Jacques Dubourg, qui a été l'une des dernières lettres, il va dire « Lorsque je me rue sur une grande toile, lorsqu'elle devient bonne, je sens toujours atrocement une trop grande part de hasard, comme un vertige, son côté virtuosité à rebours, et cela me met toujours dans des états lamentables de découragement. Je n'arrive pas à tenir, et même les toiles de 3 mètres que j'entame, sur lesquelles je mets quelques touches, je ne maîtrise pas. Je suis à Antibes. Si vous m'aidez, je ne monterai à Paris qu'en juin pour exposer les meilleurs chez vous. » En 1955, il est donc dans cette dernière lettre, dans ce dernier espoir, et ceci est la dernière photo de Nicolas de Staël, le 16 mars, il se donne la mort à Antibes. Cette photo aura été la dernière photo de lui. Il sourit. On a l'impression qu'il ne sait pas. Et pourtant, il avait déjà tout décidé. C'était sa défenestration, juste devant ce grand espace de la mer, ce grand espace de la nuit. Je vous remercie.